Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre virtuelle des mots et des femmes. Une rencontre au cours de laquelle vous découvrirez trois autrices belges francophones, Annick Valarniewicz, Véronica Mabardi et Laurence Rosier. Et les entretiens seront commentés par un chercheur en littérature, Przemysław Sztur, de l'Université pédagogique de Cracovie. Un petit mot tout d'abord sur le contexte de cet événement. Pour certains d'entre vous le savent, le mois de la francophonie est le mois où l'on célèbre la langue française. Pas seulement la langue de la France, mais de tous les pays, sur les 5 continents, où la langue française, la langue de Molière, de Charles de Coster, de Léopold Senghor et de tant d'autres est parlée. Et cet événement est organisé par Wallonie-Bruxelles International, qui est le ministère des Affaires étrangères du gouvernement francophone de Belgique, par l'Institut de philologie romane de l'Université Jagellonne, ainsi que avec la collaboration de l'Université pédagogique de Cracovie. Et je tiens à remercier tout particulièrement ma collègue Carolina Czeska de l'Institut de philologie romane et notre directeur, le professeur Rapak, qui a encouragé cet événement. Et enfin, cet événement n'aurait pas eu lieu sans le soutien du Musée d'art contemporain de Cracovie, le Mozak. Marie Giraud, un très grand merci à toi pour ta collaboration pour l'organisation de cette manifestation. Et nous tenons également à remercier nos étudiants de l'Institut de philologie romane qui, l'année dernière, ont participé au cours sur l'écriture des femmes francophones. Et lors de ces cours, on devait réfléchir aux questions potentielles à poser à nos invités aujourd'hui. Et quand on a préparé avec Marie Giraud les axes de ce débat, il s'est avéré que les questions de nos étudiants s'y inscrivent parfaitement. Oui, tout à fait. Et encore un petit mot sur le déroulé de nos débats. Parce que les discussions ont été enregistrées au préalable, mais les invités sont maintenant bel et bien derrière leurs écrans en chair et en os et sont prêts à vous répondre en direct sur le chat de Facebook. Donc, vous pouvez leur poser vos questions tout au long des discussions. Alors par contre, pour un maximum de clarté, je vous demande de commencer vos questions en mentionnant le nom de la personne ou des personnes à qui vous posez cette question. Donc vous commencez votre question par exemple par @Véronica ou bien @Annick, @Laurence, @Przemysław. Voilà. Oui, on vous encourage également à laisser vos commentaires. Donc les auteurs des commentaires les plus pertinents seront récompensés. Et en ce qui concerne les prix, on a des livres en polonais et en français. Voilà, donc les résultats de ce concours seront donnés quelques minutes après la fin du débat. Et c'est à nous de contacter les gagnants et les gagnantes. Alors nous vous souhaitons de très belles découvertes et des échanges passionnants. Annick Valarniewicz, bonjour. Vous êtes plasticienne et scénographe. Vous avez créé une compagnie de théâtre jeune public avec un comédien marionnettiste, Jean-Christophe Lefebvre. Vous êtes né en Belgique d'un père réfugié polonais, déporté lors de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez passé les premières années de votre vie dans l'ignorance de ce secret que vous ne découvrez que 12 ans après la mort de votre père. Votre premier roman, intitulé « Il ne portait pas de chandail », naît de la pêche aux vérités que vous menez à la suite de cette découverte pendant plusieurs années. Véronica Mabardi, vous êtes née à Louvain, Leuven, en terre flamande, d'une mère flamande et d'un père moitié belge francophone et moitié égyptien. Vous commencez votre métier d'artiste au théâtre. Aujourd'hui, l'écriture est centrale dans votre travail, solitaire ou en collaboration avec d'autres artistes, plasticiens, musiciens, danseurs. Votre pièce de théâtre, Loin de Linden, raconte la rencontre entre vos deux grands-mères que tout oppose. L'une est une paysanne flamande et l'autre une grande bourgeoise francophone. Cette pièce de théâtre a remporté le prix d'écriture dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi vos dernières œuvres, qui mettent en scène des personnages féminins forts,
en prise avec leur histoire et leur identité. On retient le remarquable roman Les Serres, édité dans la maison d'édition belge Les Esperluettes, qui est illustré par Alexandra Dupret et qui a remporté le prix de la littérature française de la ville de Tournai. Et récemment, votre dernier roman, Peau de Louve, a été publié également dans la maison d'édition Les Esperluettes, et vous retrouvez l'illustratrice Alexandra Dupret. Bonjour, Laurence Rosier, vous êtes licenciée et docteur en littérature et philosophie, professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université libre de Bruxelles. Votre thèse, publiée sous le titre « Le discours rapporté, histoire, théorie, pratique », a reçu le prix de l'essai Léopold Rosy de l'Académie belge des langues et lettres. Votre petit traité de l'insulte a donné lieu à un reportage, une coproduction RTBF Canal+, Espèce 2, l'insulte n'est pas un culte. En 2015, vous avez été commissaire de l'exposition Salopes et autres noms d'oiselles, qui a été présentée à l'ULB avec ULB Culture. Cette exposition consacrée à l'insulte au féminin a été présentée en de nombreux endroits. Enfin, en 2017, est paru votre dernier ouvrage intitulé L'insulte aux femmes, c'était aux éditions 180 décrets, et cet ouvrage a été couronné par le prix de l'enseignement et de la formation continue du Parlement de la communauté WBI en 2019 et a été également finaliste du prix Joseph Hans de la Fondation Charles Pulsnier en 2020. Przemysław Sztur, vous êtes maître de conférence à l'Université pédagogique de Cracovie. Vous êtes l'auteur d'un livre, Produire une identité, le personnage homosexuel dans le roman français de la seconde moitié du XIXe siècle, publié chez l'Harmattan en 2014. Vous êtes également l'auteur d'une quinzaine d'articles publiés dans des volumes collectifs et des revues scientifiques, en polonais et en français. Vous vous intéressez aux littératures françaises et belges, à la poétique du roman, aux écritures migrantes dans l'espace francophone, à la philosophie de Michel Foucault, ainsi qu'aux études de genre et queer. Vous avez très récemment coécrit et publié un livre en polonais, Les identités itinérantes, 3 études sur les migrations littéraires en Belgique francophone, aux éditions Unum. Tout au long du débat, votre rôle sera d'éclairer de manière théorique la notion d'écriture féminine. Et pour commencer, avant de commencer nos discussions, vous allez nous donner votre définition de l'écriture féminine. Je pense que c'est la conception d'Hélène Cixous qui sera la plus utile pour éclairer justement cette notion d'écriture féminine. Donc son texte le plus connu qui est Le rire de la méduse et qui a justement lancé cette mode autour de l'écriture féminine. Elle envisage justement cette notion d'une manière très ouverte, bien que bien sûr sa conception ait été aussi critiquée, mais je pense qu'on peut la lire justement d'une façon assez positive et assez ouverte. Elle dit d'ailleurs explicitement dans son texte qu'il n'est pas possible de définir l'écriture féminine, mais elle donne quand même quelques pistes qui permettent de comprendre ce qu'elle entend justement par écriture féminine. Alors, premièrement, il faudrait souligner que ce n'est pas forcément l'écriture des femmes, hein, ou ce n'est pas seulement l'écriture des femmes, puisque parmi les exemples, elle donne notamment Jean Genet. Donc ça, c'est la première chose. Cette écriture féminine, c'est plutôt une sorte d'écriture bisexuelle. Alors, Hélène Cixous l'appelle écriture féminine parce que, selon elle,
les femmes sont plus ouvertes à la présence de l'autre sexe en elles. Donc c'est pour cela qu'elle choisit cette étiquette. Donc premièrement, ce n'est pas seulement l'apanage des écrivaines, cette écriture féminine. Cixous donne aussi quelques pistes quand même pour la définir, pour essayer de cerner cette notion. Alors, comme elle est beaucoup influencée par la psychanalyse, elle pense l'écriture comme l'expression de la subjectivité, comme l'expression du corps, comme l'expression de la sexualité aussi. Mais ce qu'il faut souligner surtout, c'est que c'est un projet qui est tourné vers l'avenir. Oui, merci. Juste pour indiquer à ceux qui nous écoutent la date d'écriture du rire de la méduse sur lequel vous vous basez. Alors, c'est le milieu des années 70. C'est justement ce moment néo-avant-gardiste dans la littérature française. Cixous s'inspire aussi de toutes sortes de conceptions de son époque. Cette vogue de la psychanalyse dans les études littéraires s'est affirmée aussi à cette époque. Et cette volonté de renouveau qui a bien sûr aussi puisé ses racines dans des mouvements sociaux. Donc Hélène Cixous voit aussi l'écriture féminine comme quelque chose de révolutionnaire, un peu dans l'esprit de mai 68, comme une catégorie subversive qui pourrait stimuler aussi le changement social. Donc elle se fait une assez haute idée du potentiel social et politique de l'écriture en général et de cette écriture féminine en particulier. Enfant, vous avez fait avec vos parents un voyage en Pologne et ce voyage est bien évoqué dans votre roman. La recherche de la vérité concernant votre père, votre famille et ainsi vous-même se poursuit par et grâce à la Pologne. Pouvez-vous nous parler de ce processus et nous dire quelle place occupe la Pologne aujourd'hui dans votre vie et aussi dans votre création? C'est une question, c'est une grosse question. C'est-à-dire que la Pologne, en fait, n'occupait pratiquement aucune place dans ma vie avant que mon père ne décède et que 12 ans après, j'apprenne ce secret, qui est un secret de polichinelle finalement, puisque le reste de la famille le savait, mais les enfants ne le savaient pas. Et je dirais que la Pologne m'a visité de temps en temps sous la forme, en tout cas quand j'étais plus jeune, des affiches polonaises. J'avais une fascination pour les affiches polonaises parce que je trouvais qu'elles avaient une audace au niveau pictural et au niveau graphique qui, je crois, m'a donné le goût, mais j'avais déjà ce goût pour la peinture, mais qui a encouragé ce goût pour la peinture et aussi comment je dirais, et pour le théâtre, parce que même sans savoir, sans comprendre ce qui était écrit, et c'était ça aussi qui me fascinait, ce mystère de la langue que je ne comprenais pas, ça m'a, je crois, tourné vers le théâtre. Je pense que ça a contribué d'une certaine manière à façonner mes goûts. Maintenant, ces affiches, je les ai vues. J'ai aussi vu des films polonais. J'ai vu dernièrement Ida qui m'a assez bouleversée. Mais à partir du moment où je me suis tournée vers la Pologne pour la connaître mieux, j'ai lu beaucoup et j'ai découvert un auteur comme Jan Thomas Gross et aussi Grabowski qui ont changé ma vision des choses. C'est-à-dire que d'une Pologne victime, je voyais un aspect qui m'étonnait complètement. J'étais à la fois
atterrée et en même temps étonnée de ne pas avoir pris conscience de cette réalité-là, de cette réalité antisémite en Pologne avant la Seconde Guerre mondiale et après même la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais pas consciente de l'importance de la population juive en Pologne. Je n'avais pas cette connaissance-là. Donc, il y a eu un cheminement comme ça, par étapes, par saccades, par hoquets presque, de connaissances. Aussi la prise de conscience de l'histoire de la Pologne. Je ne savais pas elle avait été aussi grande, que le territoire au-delà de la frontière où mon père avait vécu était un territoire polonais à une certaine époque. Donc, il y avait, et je devrais dire pour ça d'ailleurs que l'Europe de l'Est était un bloc fermé, était au-delà du rideau de fer, j'en parle dans le livre, ce rideau de fer qui était comme un no man's land, une terra incognita. Je ne savais pas ce qu'il y avait au-delà. On ne connaissait pas, on n'avait pas de contact, on ne connaissait pas la langue, on ne voyait pas la famille. Donc c'était un territoire à creuser. Et parce qu'il était justement au-delà de ce rideau de fer, il y avait une part de mystère, d'envie de savoir. Il y avait quelque chose de... C'était ça aussi peut-être qui donnait cette impression d'incomplétude, d'être à la fois d'un lieu et pas d'un autre, d'être de cet autre lieu, mais de ne pas savoir pourquoi on en est. Donc d'être à demi enraciné, d'être d'une part là, d'autre part là, mais c'est totalement inconnu, c'est totalement mystérieux. C'est comme de lire un livre dans une langue étrangère quand on la possède pas encore bien. L'histoire devient plus mystérieuse et plus animée que si on la connaissait parfaitement. On peut rêver entre les mots, ce qu'on n'a pas quand on connaît parfaitement la langue. Un mot est un mot. Quand on les connaît moins, on devine et ça ajoute une aura de mystère et d'envie d'aller plus loin, de connaître davantage. Et je dirais que c'est ce mystère qui amène à l'envie de connaître et qui est peut-être aussi le moteur de la création. Dans mon écriture actuelle, j'essaie vraiment de donner de la place euh, à la fois aux personnages, mais aussi à ce qui entoure ces personnages. Même l'espace autour de nous vit. L'espace, donc l'air, il est occupé. Et j'essaie de sentir ces présences subtiles qu'il y a dans l'air. Quand on est dans un lieu, par exemple, historique, euh, si on est vraiment attentif et si on veut vraiment y mettre, oui, si on est attentif, tout simplement, ou investi, il y a la possibilité de sentir vibrer l'air d'une autre manière. Dans des lieux, j'ai visité un jour un site en Turquie qui était un lieu, un site rocheux, qui avait une façon de vibrer qui était particulière. C'était vraiment, vraiment spécial. Et les hommes de l'époque, les Hittites, l'avaient choisi pour y graver les figures de leurs dieux. Mais ce n'était pas nécessaire. Le lieu, il était déjà chargé. Il avait déjà cette vibration. Et c'est un peu ça qu'on fait aussi quand on fabrique des marionnettes. Ce que je vais faire là bientôt, c'est la marionnette, en la travaillant, on la charge. On lui donne quelque chose de soi, mais quelque chose des autres choses qu'on a autour de soi, des matériaux qu'on utilise, de la manière dont on la regarde, on la fait vivre, ou on lui fait pousser on lui donne des voix imaginaires. Tout ça fait on charge l'objet. Et je pense que autour de nous, si on voulait s'y attarder, on peut charger tous les objets du monde. C'est très intéressant tout ce que vous dites parce que cette attention portée envers les objets ou les marionnettes, envers l'espace qui nous entoure, va de pair avec la tendresse dont Olga Tokarczuk a parlé dans son discours de réception du prix Nobel de littérature qu'elle avait reçu l'année dernière. Il y a plus qu'un an maintenant. Et elle a intitulé ce discours Le tendre narrateur, justement. Donc, il y a la question
de repenser nos relations, c'est-à-dire les relations de l'être humain avec les objets, mais aussi avec la nature. Par exemple, elle constate qu'il fallait élargir l'horizon moral aux animaux. Donc, il y a cette tendresse, mais et maintenant, je me penche sur l'expérience de lectrice de votre roman, parce que j'ai ressenti la tendresse de la narratrice envers elle-même. Et par exemple, il y a l'eau, cette matière liée notamment à la féminité, la matière qui enveloppe, qui est protectrice, qui est maternelle et mortelle en même temps. Et notamment, dans votre roman, il y a des fragments dans lesquels la narratrice se retrouve dans l'eau, même s'il s'agit de l'eau de la piscine, mais toujours c'est cette matière-là. Et donc, j'évoque cette tendresse de la narratrice envers elle-même parce qu'elle se penche sur sa propre douleur, sur son deuil. C'est comme si elle embrassait pour survivre. Donc, c'est un peu ma question, comment vous les voyez après ce certain temps passé de la publication de votre roman et qu'est-ce que vous pensez de cette tendresse de vous-même en tant que narratrice dans le roman? Comment parler de ça? Ça recoupe à la fois les questions où on demande si c'est vu comme si c'est thérapeutique comme démarche. Donc, dans votre question, il y a plusieurs questions. Et je dirais que peut-être, oui, ça peut être thérapeutique d'écrire parce que l'on met des mots sur des traumas, mais en même temps, dans l'écriture, et du moins le choix que j'ai fait d'écrire alors que ce n'est pas nécessairement mon moyen d'expression, mais que je l'ai choisi parce qu'il me semblait incontournable, qu'il fallait que j'écrive avec des mots pour raconter cette histoire. J'ai envie de souligner qu'il y a un véritable travail d'articulation du récit. Et je ne savais pas du tout où j'allais au départ. J'ai eu envie d'écrire parce que il me semblait que c'était même pas une envie, c'était impératif. Il fallait écrire. Et ça s'est développé comme ça sur une trentaine de pages d'une façon un peu chaotique. Et puis est venu le moment d'aller au charbon et de travailler. Et là, c'est les recherches, mais c'est aussi forger son écriture, c'est structurer son récit. Et je dirais que je- quand vous parlez de tendresse à l'égard de soi-même, je ne sais pas s'il y a eu, il y a eu en tout cas une progression dans le récit pour se regarder, pour avoir à son égard, à soi-même, un regard tendre, enfin une approche tendre, un embrassement si on veut, puisqu'on en manque beaucoup pour le moment. Euh, mais quand vous parlez, donc pour revenir à cette question de thérapie, etc., qui vient par la suite, pour moi ce récit est comme un tressage. Il y a trois fils, trois brins. Il y a la piscine, il y a l'Est et l'Ouest. L'Est étant ce bloc inconnu dont je parlais dans la première question. Et je noue ou je tresse plutôt. Je le vois comme une tresse. Et c'est un peu une manière, peut-être qu'on pourrait y voir une sorte de tendresse dans le fait de nouer des fils, de les nouer en natte, d'en faire une natte, mais dans l'idée aussi que on dénoue une histoire. Donc, je l'ai nouée pour la dénouer, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on la tresse pour ensuite pour que ça amène, en fait, une solution, un apaisement. Oui, il y a un apaisement, c'est ça. Une sérénité qui est amenée par ce processus un peu comme quand on est un peu distrait et qu'on se fait une tresse dans les cheveux. Et que ça nous détend. Bon, qu'on les a longs, bien sûr, hein, pas qu'on les a courts. Il y a une forme d'apaisement qui s'amène par ce nouement de l'histoire. Nouer l'histoire, même si elle est, dans un premier temps, extrêmement
en forme de puzzle. C'est une sorte de puzzle qui s'assemble aussi, un patchwork. Et dans l'eau de la piscine, c'est un peu une piscine qui est comme un bassin révélateur. Elle sert comme un papier photographique à révéler des émotions, des impressions, des sensations que ensuite je couche sur le papier, enfin j'écris. Je pourrais dire aussi qu'il y a une tendresse pour ces parents qui ont été malmenés par la vie, que ce soit la mère ou le père. Et quand on m'a annoncé, un journaliste m'a annoncé que j'étais sélectionnée pour le prix première, je n'ai pas été lauréate, mais j'ai été sélectionnée, c'était déjà une belle aventure. J'ai pensé directement à eux. Je me suis dit, quel bel hommage pour ces parents qui n'ont pas eu droit au chapitre finalement. Comment est-ce qu'on peut exprimer une histoire quand on n'a pas les mots? Et les mots, ils me les ont donnés d'une certaine manière en me poussant à étudier, à aller dans l'enseignement supérieur. Donc, ces mots-là, c'est un peu grâce à ces parents qui m'ont aidé à aller dans ce sens-là. Mais ces mots leur, leur sont un peu dédiés, je dirais. Ces mots que j'ai écrits, ils sont à la fois cette tendresse que j'ai à mon égard, mais cette tendresse que j'ai à leur égard aussi pour leur vie si maltraitée par par le siècle précédent. Et qui continue, hein, on n'apprend pas de l'histoire. Donc, je dirais aussi que ce qui m'a préoccupée, c'était la montée des extrêmes droites, le fait que l'Europe s'est construite et se déconstruit petit à petit, se détricote, qu'on a de plus en plus une époque qui amène à des grands mouvements de population. Ça m'a probablement aussi nourri dans l'idée de se tourner vers notre histoire et d'en tirer des enseignements. Vous écrivez, je cite, « Quelle prétention d'écrire cette histoire, tirer des parallèles entre l'horreur absolue à un bassin de natation. Qui peut y croire à part moi ?» Mais dans cette constatation, on est d'accord avec Marie, sans prétention vraiment, repose une grande force parce que vous évoquez la douleur de la deuxième génération et c'est raconté avec une humilité. Et je vais évoquer ici le roman graphique d'un auteur né en Belgique, Michel Kiszka, intitulé La deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père, dont la version polonaise a été éditée récemment par le musée d'art contemporain Mozart. Donc, c'est peut-être ma question sur cette deuxième génération. Est-ce que vous pouvez dire que vous identifiez ou est-ce que c'est important pour vous? Je dirais que je n'ai jamais pris conscience de cet aspect générationnel. Je ne me suis pas posé la question. Puisque j'ignorais totalement le fait que mon père avait. Enfin, je savais évidemment qu'il venait de Pologne, qu'il avait vécu des choses difficiles pendant la guerre, mais je n'en savais pas davantage. Donc, être de la deuxième génération, je ne me posais pas la question. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, deuxième, troisième génération. Mais par contre, par la suite, je me suis intéressée à comment je dirais, à l'aspect plus scientifique de la question. Et j'ai constaté, en fait, j'ai écouté des émissions ou lu des articles sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Et en fait, j'ai assisté donc à une conférence où une scientifique expliquait qu'on avait fait subir à des souris gestantes, des différentes sortes d'épreuves traumatiques et qu'elle répondait par la suite avec elles étaient beaucoup plus stressées, elles étaient plus, enfin, si on peut employer ce terme pour une souris, angoissées, mais pourquoi pas, dans des situations ordinaires de la vie. Et on constatait que chez ces petits,
se produisait la même réaction, la même angoisse, le même stress devant des situations ordinaires. Et de même pour la troisième génération et même parfois la quatrième génération. Comme si en fait un trauma ou un traumatisme pouvait se déplacer, et on s'est posé la question, donc de génération en génération, comment cela se fait-il? Et on a bien sûr au sein des cellules un ADN qui est une double hélice d'ARN, avec donc ils sont enroulés l'un dans l'autre, et cette hélice, elle se sépare pour donner des brins d'ARN. Mais ça, c'est pour dupliquer des protéines pour nourrir notre corps, ou pour développer des cellules. Mais il reste des fragments d'ARN non codants dans la cellule elle-même, et ces fragments peuvent par un processus chimique, bloquer certains gènes, faire en sorte de désactiver ou d'activer certains gènes. Et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire c'est des fragments d'ARN qui viennent activer ou désactiver, ce qui pourrait amener, on le suppose mais ce n'est pas prouvé, aux mutations génétiques. Mais ça se passe, si vous voulez, l'épigénétique est plus rapide, ça se fait sur des générations, tandis que les mutations génétiques se font sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Enfin, toujours est-il, je m'étale là un peu sur l'aspect scientifique, que c'est alors que j'ai pris conscience peut-être et aussi en nageant dans cette piscine, de sensations, je pourrais dire que c'est comme si l'eau de mes cellules et l'eau de la piscine étaient en osmose. C'est comme s'il y avait comme je disais, la piscine était un révélateur, comme un papier photographique qui imprimait des impressions inscrites dans mes cellules, comme si on m'avait transmis des choses qui ne m'appartenaient pas. Et dans le livre, je parle de cailloux, je parle beaucoup de pierres, comme si en fait, j'avais hérité de choses que je ne comprends pas et qui ne m'appartiennent pas. Et qu'il m'est, comment je dirais, dont la mission, entre guillemets, serait de les connaître et peut-être de les aplanir, de faire en sorte qu'elles ne gênent plus, qu'elles soient devenues, qu'elles soient devenues partie intégrante de moi-même finalement, et qu'elles ne soient plus des obstacles. C'est ça en fait. Dans certains travaux sur l'écriture féminine, on cite comme l'une de ses caractéristiques l'attention portée aux détails, à l'aspect concret de la vie, car historiquement, les femmes étaient chargées de la gestion de la vie quotidienne, de la vie de famille. Dans les propos d'Annick Walachniewicz, dans son écriture, mais aussi dans ses travaux de plasticienne, par exemple ses photos, on retrouve beaucoup cette attention portée aux petits détails de la vie et ce rapport tendre à l'infiniment petit qu'elle évoque elle-même. Dans sa métaphore de l'écriture comme tressage, on voit même l'activité artistique envisagée à partir d'une activité concrète, quotidienne. C'est ce type de métaphore, par exemple aussi celle de l'écriture comme tissage ou encore comme couture, qu'on retrouve souvent chez les écrivaines. C'est une façon très humble de voir son activité de créatrice. Les écrivaines apportent donc souvent une touche d'humilité à la représentation de l'artiste, cette image traditionnelle du créateur comme démiurge tout-puissant, hein, image bien sûr éminemment patriarcale et qu'elle remette en question. L'écriture féminine pourrait donc aussi être liée à une certaine humilité et à une attention soutenue portée au monde qui nous entoure. Véronica, dans Les Serres et dans Peau de Louve, vous mettez en scène deux petites filles. Muriel, dans Peau de Louve,
est toute puissante, avec sa peau de lumière qui est tissée grâce aux histoires qu'elle a lues. Et Blanche, la petite fille des cerfs, est aussi puissante à sa façon, dans son silence obstiné et sa manière qu'elle a d'être si présente. Adèle, dans la pièce de théâtre éponyme, est une jeune femme qui, quand elle était petite fille, rêvait d'être pirate. Est-ce que c'est cette puissance qui vous intéresse dans l'enfance, ce moment où la petite fille est aussi libre que le petit garçon? Ce que j'aime beaucoup dans la question, c'est qu'elle relie la puissance et la liberté. Et je trouve que c'est les deux faces d'une même force. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, par contre, j'ai un petit souci avec le fait de relier l'enfance à la puissance à cause des faits. Parce que les enfants, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, on abîme leur puissance dès la naissance, en fait. Et que donc, je voulais d'abord poser ça, que je ne veux pas m'illusionner sur le fait de dire que l'enfance est puissante, parce qu'en ce moment, dans le monde, l'enfance n'est pas puissante. Et je pensais, parce que c'est encore quelque part une enfant à Greta Thunberg, à la puissance de cette femme et à la manière dont elle a été systématiquement humiliée et remise à une place où elle n'avait plus aucune puissance, alors que sa voix est très puissante, en fait. Et du coup, je me disais, ben oui, l'enfant est puissant dès la naissance. Et le fait d'avoir accouché, ça a été vraiment une découverte pour moi de me rendre compte que c'est l'enfant qui s'accouche. Et en fait, si les enfants ne décidaient pas de venir au monde, on n'arriverait pas à les faire sortir de notre ventre, en fait. Si on les laisse tranquilles et qu'on ne commence pas avec 36 machines et 36 substances à les provoquer, les retarder, les machins, en fait, l'enfant fournit un effort d'une violence incroyable, simplement pour se dégager de là et pour venir au monde. Il y a une puissance du désir de vivre. Et cette puissance continue à se manifester, je trouve, dans les bébés, là. Quand ils veulent manger, quand ils veulent quelque chose, ils se font entendre jusqu'au moment où, soit, on leur fait bien comprendre qu'ils n'ont rien à demander, qu'ils n'ont qu'à se taire et qu'ils auront à manger quand les autres le décident, que ce n'est pas eux le chef. Mais tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils continuent à manifester cette puissance. Et j'ai l'impression que dans les cerfs, en tout cas, il y a cette petite fille qui a un père extraordinairement intelligent. C'est-à-dire qu'il l'écoute et il l'entend, même si elle ne parle pas. Le fait que la puissance de Blanche, dans les cerfs, c'est de décider de ne pas répondre quand on lui pose des questions. Donc, c'est pas tant la mort de la mère, ça part de la mort de la mère, qu'à un moment, peut-être je peux le raconter, un moment dans une église, dans l'église où on enterre sa maman, elle se retrouve face au prêtre. Et tout le monde est triste et tout le monde est dans la mort, en fait. Et il se fait que Blanche tourne la tête et voit par la fenêtre un éclat de lumière incroyable et derrière un couple de jeunes mariés. Et donc, hors de l'église, il y a la lumière, il y a la fête, il y a la vie qui commence, il y a le désir entre ces amoureux-là. Et Blanche, instinctivement, parce que je pense que c'est ça la force de l'enfance, c'est de savoir ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Les enfants savent. Ils savent quand ils ont faim, ils savent ce dont ils ont besoin. Et si on ne les oblige pas à se coucher tous les jours à la même heure, ils vont dormir quand ils sont fatigués. Ils savent ça, en fait. Et donc Blanche sait qu'elle a besoin de lumière, de vie, de gens qui s'aiment et de fête. Et à ce moment-là, on lui dit de se tenir tranquille, de regarder devant elle et on ferme la porte. Et elle n'entend plus que pauvre petite, elle n'entend plus que le prêtre qui dit des choses. Mais avec aussi cette acuité de l'enfance, elle peut décoder que le prêtre ne pense pas un mot de ce qu'il dit, que c'est que des mots et que derrière, en fait, il n'y a rien. Et puis elle assiste au fait qu'on empêche le père de manifester sa douleur. Donc le père se met à hurler. Il fait ce qu'on appelle une crise d'hystérie. D'habitude, on dit que les femmes font des crises d'hystérie quand elles font ça. Là, c'est l'homme qui le fait. En fait, il ne veut pas quitter sa femme, il est dans la douleur et on l'empêche, en fait. Et donc, à tout ça, elle n'a plus rien à dire à ces gens-là. Et donc, elle se tait. Et le père, qui je pense, j'aime, il y en a plein des hommes attentifs. Et j'aime quand les hommes, l'homme d'Adèle aussi, ils sont à l'écoute, en fait. Et donc,
cet homme-là entend sa petite fille, il entend dans son silence ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire je veux plus parler de ça avec personne, je sais ce que je veux, et elle s'enfuit dans le potager de sa mère, et elle se met au contact de la vie. Et donc, parce que le père peut entendre l'enfant qui n'est pas en train de dire je sais ce qui est bon pour toi, oui tu dois aller à l'école, on va aller voir la psychologue, on va ceci, cela, parce qu'il l'écoute et qu'il la suit dans son désir et qu'il se dit elle va après du vivant, je vais trouver quelqu'un à la campagne qui pourra prendre soin d'elle, il la sauve, il lui permet de vivre sa vie et de ne pas être celui qui va la sauver. Le père aussi renonce à sa toute-puissance sur l'enfant, de dire que c'est moi qui vais dire ce que tu vas faire et comment tu vas aller bien. Il la suit dans son instinct, en fait. Et j'aime énormément que ce père soit pas un père très lettré, très intelligent, mais que ce soit juste un homme simple qui dit je sais pas quoi faire, ma femme est morte, je suis terriblement triste. Il n'est pas coupé de ses émotions et donc il peut donner à sa fille ce dont elle a vraiment besoin, c'est-à-dire un éloignement de lui et la découverte de quelque chose d'inconnu. Et ça, je ne savais pas en l'écrivant. Moi, au départ, j'étais avec la question de la parole et du silence et de la forêt et de cette première phrase qui me paraissait énigmatique, qui était Blanche ne parle pas, ils ont tout essayé. Mais après, c'est le personnage qui m'a guidée jusque... j'ai suivi le personnage, en fait, un petit peu comme le père suit sa fille. Et c'est en relisant et avec les retours des lecteurs et avec les questions auxquelles j'ai à répondre que petit à petit, j'ai articulé que c'était de ça qu'il s'agissait aussi. De cette puissance-là. J'avais lu, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était passionnée par les Premières Nations d'Amérique. Et donc, il y avait énormément de livres à la maison et j'avais lu un livre où un homme disait que les enfants des Premières Nations ne sont pas punis, ne sont pas bridés, sont jamais frappés. Et ça c'est quelque chose qui résonne en moi et je me dis, si on pouvait élever nos enfants comme ça, je pense que le monde changerait énormément en fait. Et donc c'est cette puissance-là qui est en fait la puissance de la vie à laquelle l'enfant se connecte instinctivement et qui après est complètement opprimé et coupé en fait. Parce qu'il faut qu'il devienne cultivé, domestique et qu'il s'adapte à un système en réalité, pour lequel il n'est pas du tout fait. Ça c'était mon lien et peut-être la puissance de la littérature à voir avec la puissance de l'imaginaire. C'est-à-dire que le simple fait de pouvoir se mettre à imaginer les choses, on commence à les transformer. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue, qui peut être de l'ordre du thérapeutique. Après, je pense qu'il y a la question, elle est comme à deux faces. Il y a pour moi, comme lectrice, la littérature a été plus que thérapeutique. En fait, elle a été fondatrice. Parce que j'ai appris d'abord le monde à travers les livres, parce que je viens d'une famille où la bibliothèque prend le centre de la maison. Et j'ai grandi à Louvain-la-Neuve et c'est une ville où à l'époque la bibliothèque était à l'endroit où on met d'habitude les églises en fait. Tout en haut, au centre de la ville, je ne sais pas si vous connaissez Louvain-la-Neuve, mais au centre de la ville, il faut monter, monter, monter et au sommet, il y a un énorme bâtiment qui est magnifique, qui est un bâtiment contemporain, qui est la Bibliothèque des Sciences, qui est tout en haut de cette colline. Alors c'est très violent comme symbole de mettre cette chose-là, une bibliothèque en haut d'une colline, c'est une autre question, mais il se fait que c'est là qu'on mettrait l'église, en fait. Donc, quand les petits-enfants à Louvain-la-Neuve couraient et tout ça, et se donnaient un point de ralliement, c'était devant la bibliothèque. Et des choses comme ça, c'est assez fondateur. C'est-à-dire que si tout à coup, là où on met le point de repère, l'église au milieu du village, c'est l'endroit du savoir, des livres, le livre devient symboliquement très, très fort. Avec le danger aussi que je parlais à une ancienne professeure de français avec qui j'étais en vacances dans un magnifique paysage dans le sud de la France. Et elle sort sur le balcon et elle me dit « Oh, ça recommence !» Et après, je dis « Mais qu'est-ce qui recommence ?» Elle me dit « Chaque fois que je regarde un paysage, je pense à ce que Proust en a dit. Je suis plus capable de regarder le paysage sans avoir Proust derrière qui m'explique ce que je dois voir dans le paysage. » Et donc, ça a un double tranchant, le livre, parce qu'à la fois, ça nous coupe de faire l'expérience pour l'avoir entendu raconter plus tôt. Il y a quelque part,
Voilà, mais la multiplicité des livres et des voix de la bibliothèque est formidable. À partir du moment où on la construit, on construit sa bibliothèque en faisant attention que ce ne soit pas une bibliothèque uniquement de mâles blancs. Et il y a quelque chose aussi de la rencontre avec le livre qui est de ne pas rencontrer toujours la même voix, en fait. C'est à la fois, donc, il y a quelque chose comme lectrice où c'est thérapeutique et renforçant. Lire, c'est vraiment un acte d'empowerment, mais quand j'écris, c'est pas thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a des écritures qui m'ont emmené à des endroits qui m'ont abîmé, en fait. Et à ce moment-là, c'est pas du tout résilient d'écrire pour moi. C'est plutôt une nécessité, mais j'ai dû accepter que j'étais moins heureuse, joyeuse quand j'écris que quand j'écris pas. Les moments où j'écris pas, je me sens plus légère. Donc, et c'est parce que j'ai écrit certaines choses que je me suis retrouvée en thérapie. Donc là, pour moi, c'est très, très scindé, en fait. Tout ce qui est thérapeutique se passe hors de la littérature. Après, parfois, il y a des livres que je vais chercher pour me soigner, comme les livres de Kitty Crowther, qui sont vraiment des livres... bah oui, c'est des livres qui soignent et qui prennent soin de vous, en fait. Et au moment où j'écris, ça ne prend pas soin de moi, non. Peut-être dans les conséquences, mais... Ouais. Mais ça vaut la peine, on n'est pas obligé d'être heureux quand même. On n'est pas obligé d'être sain et heureux. C'est pas nécessaire. Ma question concerne la nature dans votre écriture. Par exemple, dans Les Serres, Blanche est vraiment attirée par la forêt qui semble protectrice, de toute façon qui l'enveloppe. Donc elle est vraiment attirée par cette forêt. Mais il y a également des animaux qui jouent activement dans la guérison de cette petite fille, de cette jeune fille. Donc il y a le cerf, il y a le renard, sinon il y a la louve, n'est-ce pas? Je voulais vous demander d'où vient cet intérêt pour la nature qui vous accompagne depuis, bon, c'est pas très récent, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que c'est vraiment important pour vous et aussi dans votre création. Alors, en fait, là, ça devient vraiment plus biographique peut-être, mais j'ai grandi à la campagne, c'est ma grand-mère qui m'a élevée, et j'ai ces souvenirs d'être assise dans l'herbe, parfois sur une couverture, parfois pas. Je devais pas être très grande en fait, et d'être assise dans l'herbe, et il y a autour de moi des abeilles, des pâquerettes, des fleurs de chardon, je pense, qui sont très sucrées. On peut prendre les pétales et les sucer. Il y a un noyer, il y a un potager, et j'ai cette grand-mère absolument incroyable qui n'a pas peur, qui me laisse tout manger, tout goûter, mettre mes doigts partout. Rien l'inquiète, en fait, ma grand-mère, en fait. Et du coup, j'ai pas l'impression à ce moment-là, enfin, mon souvenir de ces moments-là, c'est pas du tout l'impression d'être dans la nature, mais de faire partie, d'appartenir. C'est-à-dire que j'ai le même statut que ces abeilles, que les petits pois, que la noix qui tombe à côté de moi et je peux regarder ce que c'est le brou. Je fais partie de ça et je suis dépendante de ça. En fait, l'abeille peut me faire mal, mais pas si je lui fais pas peur. Là, la fleur de chardon, elle est sucrée, je peux la manger. Les petits pois, on a faim, on va prendre les petits pois, on va les écosser, on va les cuire. On fait partie d'un tout avec cette grand-mère qui est veuve, qui a tout son temps. Enfin, j'ai cette chance incroyable d'avoir cette femme qui s'occupe de moi et qui a tout son temps. Et donc, à un moment, il fait beau, on est en septembre, alors on prend le vélo et on va chercher les mûres. Puis on ramasse les mûres et puis on revient, on fait une tarte avec les mûres. Et puis, comme on a trop de tartes, on va chez la grande-tante qui habite au bout du chemin, on lui donne un bout de tarte. Et là, il y a des lapins et il y a un cheval. Je ne me vis pas comme hors de ça. Et souvent, quand on me dit maintenant, quand j'entends le mot nature, je pense à ces posters. Je ne sais pas si vous aviez ça en Pologne, mais on avait des posters quand on était ado qu'on collait sur les portes de nos chambres. Et il y avait tout à coup une forêt, un coucher de soleil super kitsch. Quand on me dit nature, je pense à cette image-là, en fait. Et ça n'a absolument rien à voir avec mon expérience concrète,
du vivant et des non-humains et ce que vous dites de l'interaction avec les animaux, avec tout ce qui n'est pas anthropocentrique. Et, et, et maintenant, en fait, en réfléchissant à tout ça, je me dis, je ne peux pas penser les arbres, par exemple. Mais par contre, je peux vous parler de cet arbre particulier-là qui est dans le parc qui est derrière chez moi et qui s'avère être un platane, mais peu importe, il peut s'appeler comme il veut. Et avec cet arbre, j'ai une relation très particulière parce que j'ai passé tout un printemps à aller réfléchir sous cet arbre-là quand j'étais en train d'écrire. Mais j'aurais pas réfléchi la même chose sous l'arbre d'à côté qui est tout noueux et qui est plutôt un érable et qui est plein de trous et de bosses et assez sombre. Et en fait, chacun a sa personnalité. Et quand je repense, par exemple, quand je me disais, mais alors, si je me repense en autre rapport avec le non-humain, avec le vivant, je me dis, mais alors ma famille d'enfance, c'était mon père, ma mère, ma grand-mère, mes deux frères, ma sœur, mais c'était alors aussi le boulot au fond du jardin avec qui j'avais un rapport très particulier parce que je le voyais par la fenêtre. Et puis quand j'étais triste, j'allais me mettre à côté de ce boulot et je parlais pas au boulot, il n'y avait pas d'animisme ou de spiritualité, mais ce boulot faisait partie de mes relations affectives d'enfant et j'ai grandi pas loin de ce boulot et enfin, voilà, j'ai un ami boulot dans ma vie. Dans mon enfance, j'ai connu un ami boulot et effectivement, quand les parents ont vendu la maison, j'ai pris de photos que du boulot, presque, et d'un ou deux endroits de la maison, parce que je quittais, c'était pas un objet, c'était pas quelqu'un, mais il avait ce statut particulier. Même si on me met dans une cage en béton, il y aura de la nature puisque je suis là. Moi, j'appartiens pas au béton, j'appartiens à ce qui vit, qui pousse, qui interagit. Je suis pleine d'eau. Voilà, et j'ai des rapports avec certains fleuves, mais c'est pas étonnant, je suis pleine d'eau. J'imagine qu'il y a quelque chose, on est constitué de cette eau-là. Et donc, c'est pas une question de personnifier le fleuve ou d'imaginer que le fleuve est quelqu'un, mais il y a un rapport, quoi. Et ça, j'ai compris que c'était précieux pour moi parce que quelqu'un me l'a dit aussi. Quelqu'un me l'a rappelé que c'est en moi. Et à cet endroit-là aussi, les livres et le vivant se croisent. L'idée des projets scientifiques qui se réalisent actuellement autour de l'activité des femmes, entre autres dans les arts et dans la littérature, ne date pas d'hier. Je peux évoquer ici le grand projet lancé dans les années 80 par CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, cette institution française bien reconnue, qui concernait notamment les femmes et le féminisme. Mais cette question, et aussi bien la recherche qui la concerne, reste ouverte. Par exemple, en Pologne, c'est très actuel, il y a des projets pareils, scientifiques, mais aussi documentaires, éditoriaux, qui mettent en lumière les femmes oubliées, mises à l'écart, mais qui quand même ont joué un rôle très important dans l'histoire des arts. Donc, je peux donner un exemple, le grand projet récent de quelques institutions polonaises appelé Hypatia, qui a créé la base pour l'histoire du théâtre polonais du XXe et du XXIe siècle, en prenant en considération la participation active des femmes, généralement omises ou marginalisées dans cette histoire. Et ma question concerne votre expérience et votre opinion à propos du théâtre actuel, parce que vous êtes comédienne, mais aussi dramaturge. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le théâtre donne l'espace de l'émancipation potentielle pour les femmes artistes et non artistes? En fait, on a un drôle de moment. On a un moment où les consciences commencent à se réveiller, où il y a du détournement de discours aussi. Ça commence, la récupération du discours, où on parle beaucoup des femmes en lien avec le théâtre.
les promotions sont construites beaucoup sur ça. Mais dans la réalité des faits, il n'y a pas encore... les décisions sont encore aux mains des hommes beaucoup. Et il se fait que le théâtre, en Belgique en tout cas, se fait dans les institutions. Et que les institutions, ce sont vraiment des structures patriarcales, pyramidales, où il y en a souvent un qui prend les décisions et les autres qui les exécutent, où il y a une base qui travaille énormément, qui répète énormément, mais qui est dans des emplois plus précaires. Enfin, c'est construit sous forme de pyramide. Du coup, c'est très, très compliqué de travailler aux choses si la structure dans laquelle on travaille reflète ce contre quoi on travaille. Je n'engage ici que moi, hein, mais même si je vois que ça bouge, je me dis et que je pense qu'il faut qu'on occupe tous les espaces possibles de l'émancipation et pas que des femmes aussi. C'est aussi d'avoir conscience que tant qu'on ne fera pas bouger les structures, ça restera marginal et récupérable. Parce que le danger de ça, c'est les focus sur les femmes, l'étiquette création féminine. C'est intéressant d'analyser qui prend les décisions, qui les exécute, combien chacun est payé, qui a combien de voix dans comment se passent les conseils d'administration, qui distribue les prix, qui distribue les subventions. Il y a quelque chose comme ça où il va falloir se mettre. Enfin, il y a des gens qui se mettent au travail là-dessus. Et là, j'avais envie de parler de deux expériences, de deux choses, je trouve, dans le paysage belge qui sont réjouissants. C'est la nomination de Cathy Mignoux au Rideau de Bruxelles. Cathy est d'origine coréenne et elle est directrice, et donc c'est une femme et elle est autrice. Donc on a une autrice directrice de théâtre maintenant à Bruxelles. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grande joie. C'est-à-dire que là, tout à coup, il y a quelqu'un qui est dans une maison de théâtre et qui sait ce que c'est d'être racisée, qui sait ce que c'est d'être une femme qui mène des projets et qui sait ce que c'est que d'écrire. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle peut travailler, elle travaille là, sur des choses vraiment intéressantes. Alors là, malheureusement, elle est freinée par la situation actuelle qui fait qu'elle ne peut pas mettre encore vraiment à exécution de manière publique ce qu'elle a prévu de faire. Mais c'est porteur d'espoir. C'est porteur d'espoir pour les femmes, pour les autrices et les auteurs, pour les personnes racisées. Et ça c'est vraiment... Ouais, il faut en parler, en fait. Et parce que je pense qu'en s'appuyant sur les joies, enfin, j'ai envie de dire les victoires quand même, et peut-être qu'on peut s'appuyer là-dessus plutôt que de pointer tout ce qui ne va pas. Il y a quelque chose où là, quand je pense à ça qui est en train de se passer, là, je me dis oui, il y a un potentiel d'émancipation et ce sont des actes et pas juste un discours. Et puis, il y a quand même Écarlate la compagnie, qui est une compagnie de théâtre, qui a un grand projet, la deuxième scène, qui a compris une étude sur les autrices du passé, qui est une étude en cours sur les chiffres, et puis une étude sur le vécu des autrices. Enfin, faudrait que je vous donne les références, parce que ce n'est pas très complet ce que je vous dis. Mais là, il y a vraiment aussi un gros travail de fond qui se fait, et ce sont des femmes issues du théâtre qui se sont mises à ce travail-là. Et puis, il y a un collectif de femmes aussi qui s'est rassemblé, de femmes de théâtre à Bruxelles. C'est un collectif qui s'appelle FS, femmes, j'imagine, et S entre parenthèses pour le pluriel. Et c'est un collectif qui travaille réellement. C'est-à-dire qu'elles ne construisent pas de spectacle, mais elles se voient, elles travaillent, elles réagissent, elles posent des actes, elles posent des paroles, et elles ont remis un dossier de candidature au Théâtre Varia en proposant une autre manière de diriger un théâtre, en réfléchissant sur comment on dirigerait un théâtre si ce théâtre était dirigé par un collectif de femmes, avec avec une autre circulation des décisions, une autre circulation des prises de pouvoir et de mise en route de projets. Je n'ai pas lu leur projet, mais il a été relayé par la presse, il n'est pas passé, mais
c'était une proposition. Et de savoir qu'il y a en ce moment, dans la ville où je travaille, où je vis, des femmes avec qui je peux être en lien et avec qui on échange, qui se mettent vraiment sérieusement au travail et ça leur prend du temps, de l'énergie, pour voir comment créer des potentiels d'émancipation, comment répondre, comment proposer et de les voir travailler pour quelque chose, à la fois en pointant ce qui ne va pas, mais en travaillant pour ce en quoi elles croient. Je pense que ça, c'est des choses qui sont fortes et le théâtre peut-être les permet parce que c'est un art collectif. C'est un art où on se parle, on est ensemble, on sait être des corps ensemble dans un espace, on sait construire de la fiction, c'est-à-dire construire quelque chose qui n'existe pas encore. On a les imaginations ouvertes et je pense que c'est une activité où on apprend à être ensemble aussi et à être dans le conflit aussi, à pouvoir. On n'arrête pas de jouer des histoires de conflit, donc voilà, on est en prise à quelque chose. Et peut-être en ce sens-là, le théâtre peut être formidable, comme laboratoire aussi de collectivité, de prise de décision commune. Mais tout reste à faire. Dans les écoles, ça bouge aussi. Dans la formation que j'ai eue, à l'école où j'étais, c'est quand même il y a longtemps, c'est dans les années 80, j'étais apprentie comédienne et mon travail était de bien faire ce que le metteur en scène me dit de faire. Le plus créativement possible, en y mettant toute ma personnalité et bien sûr en faisant des tas de propositions. Mais c'est quand même lui qui décidait, le ou la metteur en scène, ou qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce que ça veut dire. Et c'était sa vision, j'étais au service de sa vision et j'étais formée pour être au service de la vision de quelqu'un d'autre. Et on me dit souvent, mais ça c'est les aléas du métier de comédienne, mais je pense pas en fait. Je pense qu'il y a moyen d'avoir d'autres rapports et que chacun, à l'endroit où il est, peut être porteur de sens et de propositions. Et donc ça bouge aussi dans les écoles dans ce sens-là et les étudiants sont en train de faire bouger les choses aussi. Et je crois que c'est au niveau des structures qu'il y a quelque chose qui coince parce que ces structures, on les a intégrées en fait. Si c'était juste une méchante structure hors de nous, il suffirait de la démolir. Le problème, c'est que ces structures, elles sont inscrites dans nos corps. Et dans ce sens-là, je me dis que heureusement que les jeunes gens d'aujourd'hui questionnent ça beaucoup et viennent nous questionner et viennent pointer là où nous, on est sclérosés en fait. Parce qu'on a hérité de quelque chose qui s'est cristallisé en nous et qu'il faut qu'on déconstruise. Et on le déconstruit parce que les plus jeunes viennent nous dire « mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu fais ça comme ça ?» Et on revient un peu à la première question qui est celle de la puissance de l'enfance. En fait. Ouais. On pourrait relier les propos de Véronica Mabardi à l'écoféminisme. C'est ce courant intellectuel qui insiste sur le rapport privilégié des femmes à la nature, les deux étant dominés par les hommes. On y voit aussi cette attention portée à la vie dans ses aspects les plus concrets, qu'on a déjà remarqué chez Annick Walachniewicz. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est sa volonté de dépasser les dichotomies traditionnelles, notamment celle entre l'humain et le non-humain. Dans un contexte de crise environnementale, on y retrouve cet aspect révolutionnaire de l'écriture féminine, mise en avant par Hélène Cixous. Cette écriture pourrait donc contribuer non seulement à la révolution féministe, mais aussi à cette révolution écologique que sont en train de préparer les jeunes générations. L'écriture féminine pourrait ainsi être de tous les combats sociaux émancipateurs et ne pas se limiter à la modification des seuls rapports entre les sexes. Laurence, vous envisagez la langue comme le lieu des relations de pouvoir et de domination. Et l'insulte révèle de manière éclatante ces relations. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce domaine langagier? Alors, d'abord, donc, dans le cadre théorique général, je travaille en analyse du discours. Et l'un des principes de l'analyse du discours,
discours, c'est de travailler des productions réelles dans des contextes spécifiques et d'en retrouver aussi la mémoire, hein, de se dire que tout mot est traversé par des mots qui l'ont précédé et quelque part anticipe des discours à venir. Et dans ce cadre-là, je travaille sur les questions d'identité avec mes étudiants, comment on se dit, comment on se définit. Et c'était intéressant parce qu'en Belgique, dans un pays communautarisé, régionalisé, mais aussi multiculturel, ces questions d'identité étaient intéressantes parce qu'on n'avait pas toujours des mots pour se dire, par exemple, très peu de personnes vont se dire citoyenne de la communauté française, par exemple. Ce n'est pas une identité qu'on va nécessairement revendiquer. On va plutôt dire je suis wallonne ou je suis flamand. Et progressivement, mes étudiants aussi m'ont proposé de travailler sur les identités négatives en disant mais finalement on se dit soi, mais on dit aussi l'autre, et l'autre on ne le dit pas toujours de façon positive. Et ça a démarré à ce moment-là, mon travail sur les insultes, qui au départ était plutôt sur les insultes justement de l'altérité et donc on va dire les insultes racistes. C'était le prisme d'entrée et on a commencé à travailler dans les cours de récréation. C'était un endroit très révélateur, assez facile d'accès finalement parce que finalement les directions d'école qui au départ pouvaient être partagées sur ces questions, tiens, ah non, chez moi on ne s'insulte pas, étaient quand même conscientes que la cour de récréation était une sorte d'arène, au sens où les mots sont aussi des arènes, et où il y avait des luttes et des enjeux de pouvoir entre les élèves qui pouvaient se traduire notamment par des usages d'insultes. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et j'ai approfondi à ce moment-là, évidemment, un cadre théorique en référant à Michel Foucault, à Judith Butler, à toute une série d'études qui envisageaient aussi les insultes à caractère homophobe ou lesbophobe, et plus avant, ensuite, les insultes sexistes. Là, c'est vraiment plutôt vers 2013, et je pense que ça correspondait à quelque chose à un renouveau du féminisme et aussi au féminisme, comme on dit, numérique, avec, je le voyais chez mes étudiantes, par exemple, un regain d'intérêt pour toutes ces questions. Et pour moi aussi, peut-être j'avais un peu quitté ce domaine, faisant partie d'une génération où ben voilà, j'étais prof d'UNIF, j'avais fait des études sans aucun problème, j'avais été éduquée de toute façon chez moi comme une intellectuelle, donc j'avais l'impression que finalement on était dans un féminisme qui était un peu historique, mais on n'avait plus nécessairement de lutte à mener. Et puis, ma pratique du net, des réseaux sociaux, m'a fait redécouvrir toute une série de luttes qu'il fallait toujours poursuivre, un renouveau de ces luttes aussi, et une diversité de pratiques, mais aussi de violences à l'égard des femmes, qui a orienté alors à ce moment-là mon travail aussi plus vers la société. C'est-à-dire, vous avez cité mon exposition. Là, c'était vraiment une volonté de dire, bon voilà, j'ai fait mes armes en tant que scientifique, oui, on me lit bien sûr, je suis reconnue, et j'ai envie de parler à un plus grand nombre de personnes. Et pour moi, l'exposition est à ce moment-là apparue comme une manière plus large, plus artistique aussi. Je pense que l'art est un bon médiateur pour aborder des questions socialement vives et qui par ailleurs ont été abordées aussi de façon scientifique. Et il y a eu un cheminement, voilà, vraiment, et parallèlement à l'exposition, j'ai à ce moment-là préparé mon ouvrage de l'insulte aux femmes, en voulant aussi bénéficier, vous avez dit, j'ai publié chez 180 éditions, qui est un petit éditeur, pas scientifique, mais il y a eu un coup de cœur, il est venu m'écouter lors d'une conférence. Moi, j'ai eu aussi un coup de cœur par la manière dont il envisageait l'édition. Et voilà, donc le petit bonhomme de chemin hors université, c'est fait, et c'est vrai que j'ai entre guillemets bénéficié aussi en 2017 quand l'exposition a été remontée à Paris de l'affaire Weinstein qui a éclaté à ce moment-là. Mon bouquin est sorti au même moment, et donc ça correspondait vraiment, sans que je l'ai programmé évidemment, à l'actualité et à un désir, voilà, chez
les femmes que je côtoyais ou que j'ai connues à l'époque, ben, je répondais un peu à des demandes précises et sociales. Donc on en arrive à votre livre de l'insulte aux femmes. Et là, quand on le lit, on est sidéré de ce déferlement d'insultes que subissent les femmes publiques, qu'elles soient écrivaines, starlettes ou femmes politiques. Et on pense à Marina Jagiello, qui a écrit en 1978 Les mots et les femmes, et qui explique cette idée de la langue du mépris, la langue qui méprise les femmes. Et on se demande si les choses ont changé ou si on est toujours là, 40 ans après. Ben, je vous répondrai qu'il y a de l'espoir, j'y reviendrai, surtout en ces temps de pandémie, il faut un peu justement avoir de la lumière, mais l'effet d'accumulation que j'ai de façon tout à fait consciente produit dans mon livre en reprenant systématiquement toutes les insultes qui évidemment se présentaient parfois de façon chronologique, mais cet effet d'accumulation visait à la dénonciation et rentrait en fait dans le cadre de la manière dont aujourd'hui les femmes doivent gérer la violence qui est démultipliée sur la toile. Hein, moi, je parle de violence augmentée parce que non seulement les canaux technologiques pour insulter et harceler les femmes sont multiples. Hein. On peut le faire de façon sur des posts publics, sur des tweets, mais aussi via des chats, via des SMS quand on arrive à avoir les coordonnées des personnes, ce qui est assez facile aujourd'hui. Et puis toutes ces formes, hein, on parle du bashing, du doxing, enfin il y a toute une série de formes de violence qui existaient auparavant, mais elles étaient démultipliées, elles étaient plus complexes. Aujourd'hui, c'est un coup de clic et la haine peut se déverser. Il y a des mécanismes très précis qui notamment ont été décrits dans le dernier ouvrage de Myriam Leroy, hein, dans Les yeux rouges, elle montre bien ça. Et cet effet aussi comment vous le dites, de langue du mépris. Alors, la langue en soi n'est pas, ne recèle pas de mépris, ce sont ses usages, mais c'est vrai que Marina Jagiello pointait toute une série de choses qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Alors évidemment, ce qu'on a aussi aujourd'hui, c'est une sorte de reprise du pouvoir, de riposte générale des femmes qui ne se laissent pas faire et qui s'approprient aussi des mécanismes langagiers, notamment en s'appropriant un registre trivial, par exemple. Balance ton porc a été beaucoup critiqué pour sa formulation. Hein. Les femmes ne doivent pas parler de cette manière, tout comme quand Virginie Despentes signe sa tribune pour soutenir Adèle Haenel en disant « on se lève et on se barre », eh bien, on va la rappeler à l'ordre en disant ce n'est pas poli de se lever pour une femme lors d'une cérémonie. Et donc, à ce moment-là, on voit que la question du langage est vraiment au centre aussi des questions de pouvoir et d'un langage qui peut être aussi violent. Je pense à tous ces comptes Instagram, alors qui ne sont pas violents au sens, ils sont violents dans la riposte verbale, hein, je m'emballe clito, on va parler de ménopause, enfin voilà. Donc les femmes vont mettre les couilles sur la table. Enfin, il y a ce registre de cru qui fait partie des enjeux aussi. Et du coup, c'est vrai que dans mon ouvrage, je ne professais pas que les femmes devaient répondre à l'insulte par l'insulte. C'est pas ma position éthique, je dirais, hein, puisque la position éthique que je défends, c'est celle que j'exprime à la fin, où Taubira répond par de la poésie. Mais en même temps, je pense qu'il y a des enjeux, et on y reviendra peut-être lorsqu'on parlera de l'écriture au féminin, sur ces questions de trivialité et de registre, qui sont des lieux de parole plus larges que la simple insulte. Hein. Dans mon livre, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que l'insulte est le révélateur d'espaces de parole qui sont traditionnellement dans les imaginaires réservés aux hommes. Non pas que les femmes n'ont pas les disponibilités linguistiques, évidemment, par exemple, pour parler de façon triviale, elles les ont, mais la société va souvent les sanctionner et les insulter quand elles quittent quelque part
le bon usage, hein, le bon registre, les convenances, la politesse. Oui, donc merci pour toutes ces précisions. Ça donne, j'espère, à nos auditeurs l'envie de lire votre livre. Et également, je reviens sur Myriam Leroy, que vous avez citée. Myriam Leroy, qui est une écrivaine et journaliste belge, et qui, dans Les Yeux rouges, raconte cette situation de harcèlement qu'elle a subi. Enfin, elle le raconte de manière fictionnelle, mais elle l'a vécu elle-même, du harcèlement, du cyberharcèlement. Et c'est aussi une lecture que je vous recommande. Ce n'est pas encore traduit en polonais, mais peut-être ça le sera. Laurence, vous avez travaillé également sur l'écriture du deuil, notamment le deuil impossible d'un enfant. Et vous dites, je vous cite, « La souffrance, la peine vécue ne sont pas genrées, mais le deuil et ses manifestations sociales, oui, comme les rôles assignés. » Or, les femmes ont depuis des siècles ce rôle d'accueillir la vie et d'accompagner la mort, tandis que les hommes sont plutôt à l'écart de ces phénomènes-là. Ils se taisent et ne doivent pas exprimer leur chagrin. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur vos recherches? Oui, alors je peux peut-être un peu dire pourquoi je travaille sur ces questions, parce que ça peut paraître pour certains peut-être morbide ou ça serait lié à une expérience personnelle. Ce n'est pas le cas, mais c'est lié, je pense, à une angoisse de mère qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, je me suis mise à lire des ouvrages de parents qui avaient perdu des enfants. Quand ma fille est née, elle avait des symptômes de mort subite, donc elle a dû être sur monitoring. Ce n'était pas très grave, mais j'ai eu des angoisses qui font que, évidemment, à ce moment-là, le médecin m'avait dit, mais vous savez, quand vous donnez la vie, vous donnez la mort aussi, donc il faut accepter cela. Et ça m'a réconfortée de lire ces ouvrages en me disant que non, il n'y avait pas de morbidité et que je pense que ces parents n'écrivaient pas que pour juste témoigner auprès des personnes qui avaient vécu la même chose qu'eux. Et qu'il y avait là la constitution d'une vraie littérature sur voilà, un problème qui pouvait être partagé. Alors pendant longtemps, je ne l'ai pas partagé. Enfin, quand j'en parlais autour de moi, oui, c'était, mais enfin, tu ne sais pas lire des trucs moins glauques. Je leur disais, mais vous savez, franchement, il y a quelque chose de puissant et de vivant dans ces écritures. Et puis un jour, j'ai décidé de passer, si vous voulez, à quelque chose d'autre en faisant un cours de stylistique autour de cette littérature et même littératie de deuil, parce que j'ai repris là l'ensemble des écritures autour de la mort, c'est-à-dire que par exemple les inscriptions funéraires, sur lesquelles par ailleurs je travaillais déjà, puisque avec les insultes dans la rue, avec les graffitis, etc., tout ce qui était forme courte m'intéressait, et les épitaphes sont des formes courtes. Donc, vous voyez, il y a des lignes rouges entre mes différents travaux qui se retraçaient. Et timidement, j'ai ouvert ce cours à option, hein, parce que en disant bien aux étudiants, aux étudiantes, voilà, on va parler de la mort, mais la littérature, pour moi, elle parle d'amour et de mort, globalement, de façon générale. Et donc, très vite, on a élargi le corpus par rapport à cette question de la douleur de parents qui perdent leurs enfants, avec une sœur qui perd son frère, une mère qui perd sa mère. Donc on a démultiplié et les étudiants venaient aussi avec des propositions. Ils sont venus par exemple avec des chansons de rappeurs, des rappeurs qui perdent leurs potes dans des rixes ou des descentes de police ou des overdoses. Et chaque fois, on se pose la question, et c'était des questions très littéraires, de frontières hein, entre les chants, la question du témoignage ou du récit. Et donc, il y a un champ énorme qui s'est ouvert là, et moi qui m'a voilà, qui m'a fascinée de par la réception aussi auprès des étudiants et des étudiantes. Même voilà, moi j'ai eu une étudiante qui avait perdu son papa et elle s'est dit est-ce que je vais à ce cours ou pas, et puis finalement en y allant et en lisant, elle a découvert que c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Alors pour la question du genre, c'est clair que ce sont les rôles sociaux
qui sont évidemment liées par rapport à la virilité. Hein. On ne pleure pas, donc forcément, s'il y a des pleureuses, ben les pleureuses, ce seront des femmes, ce qui ne veut pas dire que les hommes ne pleurent pas, mais c'est simplement que d'un point de vue de l'assignation sociale, ben, ça sera dévolu aux femmes comme la mater dolorosa, hein, la mère en douleur, la mère courage. Alors aujourd'hui, il y a évidemment un mécanisme où les hommes vont prendre en compte cette douleur et essayer de la partager. Dernièrement, il y a un ouvrage à quatre mains, pardon, qui est sorti de Pauline Vergowen et Francis van de Westin sur la mort de leur fils Victor. Et c'était la première fois pour moi que deux personnes, donc un couple, écrivaient chacun dans le même livre, parce que vous aviez par exemple le couple Poivre d'Arvor, Véronique et Patrick, ont chacun écrit sur la mort de leur fille Solène, mais dans des livres différents, hein, même si parfois ils mêlaient un peu leur voix, mais on voyait là qu'il y avait une volonté que le deuil soit assumé par le père et par la mère. Hein, et donc de dégenrer, si vous voulez, un petit peu, même s'il y avait évidemment des expressions différentes, mais là, elles étaient peut-être aussi, d'une part, liées aux assignations sociales, mais aussi peut-être au fait, à un moment, aux personnalités des gens, au-delà de leur genre. Et c'est clair que ces questions sont vraiment intéressantes et chaque jour renouvelées. Je viens d'entendre que Jane Birkin vient de sortir un nouvel album, Oh pardon tu dormais, je pense, et il y a des chansons qui sont consacrées, notamment une chanson Cigarette, qui est très émouvante et très crue, et où elle parle de la mort de sa fille Kate. Et donc de plus en plus aussi, il y a une dissibilité de ces questions, parce que je pense qu'en plus, le deuil, non seulement, bon, il est genré dans les représentations sociales, il est aussi lié à la question du silence social. On se tait, on ne parle pas de cela, hein, on doit à un moment arrêter le deuil. Et du coup, voilà, il y a là quelque chose d'extrêmement pertinent pour moi dans cet océan sur lequel on commence à travailler, mais qui évidemment avait un ancrage littéraire avec le journal de deuil de Barthes, hein, qui est le fils qui perd sa mère. Et là aussi, il y a des perspectives au niveau du genre, c'est-à-dire est-ce que quand une femme perd sa mère, on n'est pas parfois dans quelque chose plus de l'ordre du règlement de compte, parfois, entre mère-fille, avec beaucoup de douleur et d'indicibilité, tandis que du côté des hommes, quand un homme perd sa mère, on a vraiment quelque chose qui est de registre de la perte et du fils éternel orphelin. Donc voilà, mais ça, c'est encore des choses que je n'ai pas abouties. Et je travaille notamment là-dessus avec Laurence Boudard, voilà, qui est quelqu'un de très actif dans le domaine de la littérature en Belgique. Et c'était gai de partager quelque chose avec elle parce que pour se dire qu'on n'était pas isolés et que ce n'était pas quelque chose, voilà, comme je le disais, de morbide, mais qui révélait beaucoup sur la littérature, l'écriture et le genre. Alors Laurence Boudard, je peux le préciser car on la connaît ici à Cracovie. C'est la directrice des archives et du musée de la littérature à Bruxelles. Et cette institution a une coopération avec l'université pédagogique dont fait partie Przemysław Sztur, qui est parmi nous. Cette université reçoit Laurence Boudard. Nos étudiants de l'université Jagellonne sont toujours invités à ces conférences. Donc, c'est amusant que vous la citiez. Et alors, sur le deuil aussi, quelque chose qui vous rapproche encore une fois des thématiques sociales très chaudes, si je puis me permettre, c'est la question de l'euthanasie. Cette pratique est autorisée en Belgique dans un cadre très strict et vous avez contribué, vous avez écrit une contribution pour un très beau livre qui s'appelle Le Grand Jour de Catherine Rombou, qui est photographe, et de Sophie Richel, qui est historienne. Et c'est un livre qui raconte en photo
et en texte le choix d'une femme de 80 ans qui décide de mourir dans la dignité. Vous avez écrit une contribution dans ce livre. Vous allez nous lire un extrait et nous expliquer aussi la démarche qui est à la base de cette contribution. Oui, mais d'ailleurs, je vais lire l'extrait du petit prologue et qui, en fait, vous verrez, situera le projet tel qu'il a été élaboré et comment j'en suis venue là. Je prends le texte. Elle a dit à l'un de ses petits-enfants, « Tu verras comme on aura ri ». Dans ce journal de deuil paru de façon posthume en 2009, Roland Barthes a noté au jour le jour son statut d'inconsolé de la perte de sa mère. Phrases sous forme d'aphorismes, d'interrogations à la fois métalinguistiques, comment dire la douleur, comment utiliser les mots d'avant, après, et métaphysiques. Jamais plus, et pourtant contradiction, ce jamais plus n'est pas éternel, puisque vous mourrez vous-même un jour. Se préparer à cette évidence impossible à rationaliser empêche-t-elle la joie de vivre? Dans le film Le Tout Nouveau Testament, réalisé par Jacob van der Maal en 2015, les protagonistes sont sidérés d'avoir appris la date de leur mort par simple SMS. La connaissance de l'échéance finale empêche-t-elle donc le bonheur? En cette chaude fin de printemps 2018, j'ai été invitée au festival du mot à la Charité-sur-Loire. Il y avait, parmi les personnalités présentes, l'écrivaine et philosophe Noël Châtelet, dont l'ouvrage La dernière leçon m'avait bouleversée. Elle y raconte la fin de la vie de sa mère et la décision prise par celle-ci de mettre fin à ses jours en un pays qui n'autorise ni l'euthanasie active ni l'euthanasie passive. La mère dresse une liste des choses à laquelle peu à peu elle doit renoncer, jusqu'au jour où, pour mourir dignement et sans continuer à souffrir, elle décide d'arrêter sa vie de sage-femme à la retraite. Choisir pour rester maître et maîtresse de soi et arrêter sa souffrance au risque de la tristesse des siens et siennes. Il y a un an, je reçois Sophie Richel et Catherine Rombou dans mon bureau universitaire, un duo d'historiennes et de photographes venus sur les recommandations de Marie, l'une de mes anciennes étudiantes, qui a suivi l'année précédente mon cours sur la littérature de deuil. Ces deux femmes me parlent de leur projet d'éditer un livre sur le choix de mourir dans la dignité, choix qu'a fait la mère de l'une d'entre elles. Je suis touchée par deux fois. Que l'on vienne me parler de la mort et de son écriture, qu'une étudiante soit ce relais à partir d'un sujet qu'il m'a été difficile de partager avec mes élèves. Mais comme je leur dis en introduction, de quoi parle la littérature? De la mort et de l'amour, non? La littérature de deuil est un continent en frontières floues, du témoignage à la mort romancée. Elle met cependant au centre les thématiques de la perte, de l'absence, le ou la défunt, enfants, parents, amis, jusqu'au deuil collectif, celui qui participe d'un fait divers, d'un incendie domestique, d'une catastrophe naturelle, d'un acte terroriste, d'un génocide. Elle met la mort dans le collimateur de l'écriture, elle en fait une interrogation politique sur le milieu médical, les choix sociétaux en matière éthique, le suivi et le ressenti des proches, questionnement sur la mort subite, les accidents de la route, les maladies orphelines ou pas, le cancer, le sida, le foutu destin de n'importe quelle mort idiote, l'euthanasie, le don d'organes. Et j'ajouterais aujourd'hui, j'imagine qu'il y aura aussi des témoignages, et il y a eu des témoignages sur les morts de Covid. Voilà, il y a eu un moment un site lors du premier confinement sur ce partage, parce que, comme vous l'avez dit, on parle de la mort et en même temps, des gens sont irrités parce qu'on rappelle les décès quotidiens par cette maladie en ergotant sur est-ce qu'ils sont vraiment morts du Covid ou autre. Ce sont des morts et il faut aussi leur donner un visage, comme on l'a fait pour les victimes des actes terroristes, en revenir à chaque histoire individuelle où on est touché. Et je pense que voilà, dans l'extrait, ça explique bien la manière dont j'ai été amenée à participer à ce très beau projet, qui est aussi un très beau livre. Les photos ont été faites donc par la fille de la personne qui a choisi sa mort. Et ce sont des photos très poétiques. On voit du rouge à lèvres, par exemple, des traces de rouge à lèvres sur une tasse. Moi, c'est des choses qui m'émeuvent et ça m'a fait penser au très, très beau travail de Vinciane Després dans Au bonheur des morts, où elle parle sur ces objets qui sont de l'ordre de la transmission et qui fait que c'est vrai que j'aime pas moi dire faire son deuil, je dis c'est vivre avec les morts, oui,
j'ai comme ça des objets, des personnes chères disparues, et pour moi, ça continue à vivre. Et dans le projet de ces photos, il y a ça, c'était des beaux objets, on voit de beaux tissus, et tout ça exprime une sensorialité, une sensualité qui fait de ce livre aussi un très bel objet. Et je pense que c'était important aussi que un objet dédié à l'euthanasie soit beau, pour montrer que c'est un bel acte d'un point de vue éthique et individuel et collectif. Alors, je voudrais préciser que ce livre a remporté un prix, le prix du livre de photographie francophone dans la catégorie premier livre. Et donc, je vous invite aussi, ceux qui nous écoutent, à regarder ce livre qui est très beau, très intéressant. Et je voudrais aussi vous dire, Laurence, que l'extrait que vous nous avez lu est très beau, très, très émouvant, et ça donne vraiment envie de réfléchir à cette thématique, quoi qu'on en pense. D'y réfléchir, en effet, parce que ça ouvre des perspectives sur le sens de notre vie et de notre mort. Nous arrivons bientôt au terme de ces discussions, et en guise de conclusion, nous laissons la parole à nos 3 autrices. Et alors, pour les plus curieux, les plus passionnés, vous trouverez à la toute fin de la vidéo une liste des réalisations et des œuvres qui ont été citées lors de nos entretiens et qui sont en lien avec cette thématique. Nous tenons à remercier profondément à nos invités pour cet échange passionnant et enrichissant. Et nous espérons pouvoir continuer cette réflexion sous d'autres formes. Et merci beaucoup à tous les auditeurs pour votre intérêt. Pour finir, il faudrait peut-être insister sur le caractère performatif de l'écriture féminine. Quand Hélène Cixous parle de cette écriture, quand nous, lecteurs et lectrices, nous en parlons, nous contribuons justement à la créer. L'écriture féminine, comme d'ailleurs le féminin et le masculin, est une construction et non quelque chose qui nous serait donné d'avance. D'où l'importance des recherches consacrées aux écrivaines. Justement, il n'y a pas longtemps, ont été publiés en France 2 volumes collectifs intitulés Femmes et littérature, une histoire culturelle. C'est une lecture absolument passionnante qui permet, un peu dans la lignée des propos de Laurence Rosier, d'historiciser cette notion d'écriture féminine. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que le même genre de projet d'envergure soit consacré aux écrivaines belges, parce que sans études massives de la production littéraire féminine, nous serons toujours condamnés à des conjectures concernant les spécificités de l'écriture féminine. Dès qu'on cite une caractéristique prêtée à cette écriture, on peut toujours trouver des contre-exemples, mais il faudrait se demander plutôt ce qui domine statistiquement, ce qui bien sûr est impossible sans études basées sur de larges corpus. Donc, il me semble que le chantier de l'écriture féminine reste entièrement ouvert, que ce soit devant les écrivains et écrivaines que devant les chercheurs et chercheuses. Qu'est-ce que l'écriture féminine, et surtout, est-ce que l'écriture féminine existe? Alors, je dirais que d'un point de vue culturel, social, voire sociologique, c'est une catégorie, oui, qui existe, mais pour moi, elle ne repose pas sur une dimension essentialiste, un peu comme le disait notre collègue chez Missoave, même si certaines femmes, par exemple, vont lier leur écriture à la maternité. Alors, cette dimension d'histoire culturelle, elle oblige aussi à se dire qu'en fait, la manière dont moi j'envisage l'idée que cette étiquette peut fonctionner, c'est sur l'accès des femmes à l'écriture, à avoir un certain type d'attitude libérée par rapport au langage, et donc à se débarrasser des stéréotypes
qui sont l'idée que les femmes, oui, elles peuvent écrire, mais des journaux intimes, ou la littérature épistolaire, ou des poésies un peu mièvres. Elles doivent surtout garantir le bon langage, les convenances, donc ne pas être triviales, grossières, ni pornographiques surtout. Et si on se place dans une perspective historique et culturelle, on voit que des femmes se sont appropriées des styles qui étaient au départ réservés aux hommes, et soit alors elles les ont, se les approprient, et on peut dire à ce moment-là, il n'y a plus de différence entre une écriture qui serait masculine et une écriture féminine, mais elles peuvent aussi les détourner et se les approprier d'un point de vue stylistique. Alors, j'ai l'impression aussi aujourd'hui qu'il y a un vaste mouvement qui est lié à la poésie. Je pense évidemment à l'investiture de Joe Biden, où Amanda Gorman a été mise en avant, hein, cette poétesse afrodescendante, mais il y a chez nous Lisette Lombé, la slameuse. Enfin, il y a un pouvoir comme ça, d'un souffle épique que les femmes prennent, et j'ai l'impression qu'il y a une dimension collective et qui est très importante, c'est-à-dire que ça devient finalement une voix. C'est important aussi parce qu'on parle beaucoup d'écriture, mais ici on est dans une écriture, une littérature qui est portée sur la place publique par une voix, et qui est doublement évidemment peut-être pertinente. Alors oui, il y a bien à ce moment-là quelque chose de l'ordre des femmes, parce que évidemment cette parole émerge dans un contexte qui est toujours patriarcal, il y a des violences. Et les femmes à ce moment-là, et je pense que c'est Véronica Mabardi qui le disait, par exemple le mouvement de l'écoféminisme, on voit qu'il y a une convergence des luttes, et que ce n'est pas seulement une appropriation liée au féminisme, mais à un ensemble de luttes qui va déboucher sur à mon avis, hein, des créations littéraires novatrices, et qui sortent des schémas de genre. Alors, malgré tout, on peut se dire que c'est une catégorie que j'utilise avec mes étudiants et étudiantes, même si après c'est pour la subvertir, en disant, tiens, par exemple, George Sand, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire au 19e, de s'atteler au roman et d'essayer par là d'avoir un certain type de reconnaissance et d'émancipation. Et on l'a comparé à Balzac, hein, on voyait qu'il y avait des statuts qui étaient différents, des types de récits aussi liés par exemple à la campagne peut-être. Alors il y a évidemment des expériences féminines que l'on raconte quand on parle d'avortement, ou quand on parle de consentement, on sait évidemment que ce sont des thématiques qui regardent les femmes, mais ce n'est pas nécessairement lié à l'écriture. Et enfin, par exemple, pour terminer par un exemple sur la littérature de deuil, sur laquelle je travaille, on a la chance là d'avoir des corpus, si vous voulez, où on a à la fois des hommes et des femmes qui écrivent, et sur le même sujet, si vous voulez, sur la mort de leur enfant. Et par exemple, si je regarde Solène et Patrick Poivre d'Arvor, qui ont écrit sur la mort de leur fille, pardon, Patrick Poivre d'Arvor et Véronique Poivre d'Arvor, qui ont écrit sur la mort de leur fille Solène, je n'ai pas vu quelque chose de genré dans l'expression de la douleur, par exemple. Sauf évidemment le fait d'être un père et une mère qui fait qu'il y a des rôles assignés, hein, le père ne doit pas pleurer, etc. Mais il ne les respecte pas, entre guillemets. Ou plus récemment, par exemple, un enfant où c'est aussi un père et une mère, et le père, Francis Van de Wastine, dit voilà, moi je sens qu'en tant qu'homme, j'ai quelque chose à dire sur la question du deuil, mais là de nouveau, on est dans une représentation culturelle du chagrin qui, de nouveau, est très genrée. Donc l'écriture féminine, c'est une construction culturelle, sociale, sociologique, mais qui est intéressante et qui doit, à mon avis, être étudiée dans le cadre de ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire aussi l'appropriation de tout un type d'écriture quotidienne, parce qu'on sait aussi que, selon les féministes, le privé est politique. Il y a 10 000 ans, l'homme prend le contrôle de la nature, des animaux, par l'agriculture, par l'élevage, et il perce aussi le secret de la fécondité des femmes. Il prend le contrôle du corps de la femme, mais aussi de la parole de la femme. Parce que le pouvoir des mots, c'est le pouvoir du récit, de l'histoire et de la politique. Et ce n'est pas pour rien que pendant des millénaires, l'homme a le discours dominant, mais il amène
notre planète a un mur avec l'effondrement des espèces, avec l'emballement climatique. Donc, j'ai envie de dire bravo, bravo à la diversité des écritures, qu'elles soient des femmes, des migrants, des migrantes, qu'elles soient queer ou autres. J'ai envie de dire bravo à l'art post-colonial qui propose une vision différente du discours dominant. Je pense aussi à ce que disait Véronica Mabardi sur ce groupe de femmes qui a proposé une manière d'organiser une institution théâtrale de façon plus horizontale, plus collective, pour combattre en fait ces structures encroûtées et pyramidales. Je pense à ces jeunes qui créent des collectifs théâtraux, ces groupes qui proposent des boîtes à outils pour fonctionner ensemble, pour arriver à gérer des conflits, parce qu'il y a des conflits, c'est normal, c'est l'homme, c'est la femme, c'est tout un chacun. Et j'ai envie de dire que cette diversité-là me donne de l'espoir, même si le monde se brutalise. Je terminerai sur cette note-là, une note d'espoir. Je vous remercie. La première fois qu'on m'a posé la question de l'écriture féminine, j'avais 25 ans. Je venais d'écrire mon premier texte et un homme m'a posé cette question. Et j'ai pas pu répondre. Et en fait, j'avais passé mon adolescence à me poser cette question-là, à lire tout ce qui me tombait sous la main. Ça me fait plaisir d'entendre parler d'Hélène Cixous, par exemple, parce que ça a été quelqu'un d'important. Duras, Nin, j'avais que des femmes dans ma bibliothèque. Et donc cette question-là, elle était vraiment au cœur de ma vie de tous les jours, d'adolescent, puis de jeune femme. Et puis voilà qu'on me l'a posée, que je ne pouvais pas répondre. Et en fait, je ne pouvais pas répondre parce que j'avais l'impression qu'il y avait un piège là-dedans, que quelle que soit ma réponse, elle me mettrait en danger. Et elle mettrait en danger d'autres femmes. Et que j'étais sommée de parler au nom des femmes, en fait. Et je me suis rendu compte que peut-être que, oui, j'écris avec cette sensation de danger. Et que peut-être cette sensation de danger est liée au fait que je suis une femme. Ça, c'est un endroit où je suis arrivée depuis que je vis avec cette question-là, depuis que vous me l'avez posée. Parce que pour le moment, je ne peux pas y répondre, je peux juste vivre avec elle et voir ce qu'elle me fait faire. Et je me suis dit, mais comment mettre un peu de joie et de légèreté là-dedans? Parce que c'est quand même une question qui me touche, en fait. Et je me suis dit, peut-être ce serait intéressant de prendre les questionnaires que j'ai reçus au fil des années sur cette question-là et de retourner les questions vers les autrices mâles. Et déjà de dire les autrices mâles, comme on dit les auteurs féminins. Et puis de dire, est-ce que vous pensez que vous écrivez différemment parce que vous êtes un homme? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir des enfants dans votre écriture? Est-ce que le fait de ne pas avoir de sein ou de ne pas être lié au cycle de la lune, vous croyez que ça vous manque quand vous écrivez? Qu'est-ce que ça fait d'écrire dans un groupe qui a le pouvoir et la parole? Est-ce que vous sentez que ça influence votre écriture? C'est quoi être un homme et écrire? Comment vous vous définissez? Comment vous définissez votre écriture? Il n'y a aucune ironie hein, dans ce jeu-là, mais moi j'aime bien jouer à ça, renverser les choses comme ça. Et je crois qu'en fait, en faisant ça, j'apprendrais beaucoup et ça m'aiderait beaucoup à me positionner à partir du moment où je pouvais voir en quoi l'écriture des hommes est différente de celle des autres. Et puis, il me semble que j'ai envie de sortir de cette idée d'universalité qui est souvent liée à l'homme, en fait. J'ai entendu que les statues de Giacometti, au départ, étaient une femme qui marche. Mais il fallait que ce soit universel et donc il en a fait un homme. Et j'aime ces statues énormément et je les trouve effectivement universelles, mais en réalité, universel, qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'ai l'impression que c'est un concept qui a été fabriqué en Occident et qui est un outil en fait pour dire qu'il y en a qui sont universels et d'autres pas. Voilà où m'a mené cette question-là, avec laquelle je vis depuis quelques jours parce que je sais que je dois répondre. Et c'est à cet endroit précis que je suis, comme c'est aujourd'hui que j'ai promis de répondre. Voilà.